Mars 2011, le Rendez-vous des Futurs réalise sa 6e émission en compagnie de Jean-Pierre Dionnet. Et voilà ce qu'il disait. La science-fiction canonique, dirais-je, elle voyait l'an 2000. Ça nous semblait une date extraordinairement lointaine et il nous semblait qu'il allait se passer des choses, que tout allait changer, les formes, l'architecture, les vêtements, les gouvernements. Il y avait souvent un gouvernement mondialiste d'ailleurs. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Et on était tous devant le poste quand on a posé les pieds sur la Lune et on a dit c'est le début de la conquête de l'espace. Et ça a été le début et ça a été la fin de la conquête de l'espace. Le cyberpunk a été rattrapé très vite par l'informatique qui l'a débordé. Donc tout ça ayant été conquis, ayant plus ou moins marché, quand je parle avec les auteurs de science-fiction, et bien souvent, ils se posent la question justement de quoi ils vont pouvoir parler maintenant. Je crois qu'on a du mal à s'imaginer l'avenir parce que, si vous voulez, l'avenir, il nous est raconté tous les jours dans les journaux. On nous dit quoi? On nous dit tous les jours depuis maintenant, ça a commencé dans les années 70, on nous dit quoi? On nous dit la fonte des pôles, la forêt tropicale qui va disparaître. En gros, on nous raconte Mad Max. J'allais dire que le parascientifique ou le scientifique, on nous ont dépassé. Je vois pas quel écrivain a une idée de science-fiction optimiste. J'ai l'impression qu'on piétine, que il y a parfois un texte brillant, mais ce texte, j'ai l'impression d'avoir lu son frère il y a 10 ans ou 20 ans. Alors pourquoi il n'y a plus de science-fiction? J'en sais rien. Alors 10 ans plus tard, et oui, 10 ans déjà, qu'en est-il? Dans une tribune parue sur Uzbek Erika le 19 mars, Jean-Éric Aubert et Simon Luc partagent un des constats faits par Jean-Pierre Dionnet. Il est plus facile, surtout à l'heure de la collapsologie et de la pandémie, d'imaginer un futur sombre et chaotique. Pour autant, le président de la Fondation 2100 et le directeur scientifique de l'Institut d'études avancées de Paris assènent. La fiction demeure un instrument particulièrement utile pour exprimer des visions utopiques positives. Et c'est pourquoi ils lancent ensemble le concours Positif Futur, ouvert jusqu'au 31 mai, qui propose aux artistes tous domaines confondus de livrer leur vision optimiste mais réaliste du monde de demain. Car oui, la science-fiction est un puissant stimulateur d'idées neuves sur le futur. Face à nos peurs de l'avenir, nous espérons que ce dispositif fera émerger des récits inspirants qui contribueront à dessiner des chemins concrets vers un monde de demain désirable. Alors la science-fiction peut-elle sauver le monde? Le 6 mars, le Courrier international publie la traduction d'une tribune de l'auteur Cory Doctorow. Quand le confinement est entré en vigueur, des files de gens décidés à acheter des armes de poing ont fait leur apparition à l'entrée des armureries de la grande artère qui se trouve près de chez moi. Ils achetaient des armes parce qu'ils s'étaient raconté une histoire. Dès que les choses tourneraient mal, l'ordre s'effondrerait et leurs voisins se retourneraient contre eux. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir responsable d'une certaine manière. Je suis auteur de science-fiction et j'écris beaucoup d'histoires de catastrophes. Les histoires inventées, même celles qui racontent des choses impossibles, nous permettent de répéter mentalement notre réaction à divers événements sociaux. Le concept de pompe à intuition du philosophe Daniel Dennett, un exercice mental structuré de façon à permettre au penseur d'user de son intuition pour mettre au point une réponse à un problème, laisse entendre que la fiction, qui est après tout un exercice mental élaboré, n'est pas que du divertissement. De nouvelles histoires nous aideront à comprendre l'importance de saisir les moyens de calcul et de les utiliser pour construire des mouvements qui brisent les monopoles, luttent contre l'oligarchie et exigent un pouvoir pluraliste et partagé pour un monde pluraliste et partagé. Changer nos pompes à intuition n'est pas facile, mais c'est urgent et attendu depuis longtemps. Pourtant, la science-fiction n'a-t-elle pas déjà pris cette voie par le passé et échoué? Le podcast Blockbuster de France Inter, publié début avril, consacre 1h20 au fondateur de la science-fiction moderne, Isaac Asimov. Alors que l'imaginaire collectif ne retient de son œuvre qu'une méfiance à avoir face aux technologies, en l'occurrence les robots et l'intelligence artificielle, les différents invités remettent les points sur les i. Avec Asimov, nous entrons dans une science-fiction sociologique et progressiste, où le robot, loin des figures du golem, de Frankenstein ou de HAL 9000, est bienveillant, moral et éthique. Les 3 lois de la robotique que l'auteur aimait, et plus tard également sa loi 0, en sont la preuve. Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Ce faisant, à une époque où la robotique et l'intelligence artificielle balbutient, Asimov cherche à montrer une voie vertueuse et responsable pour leur évolution. Force est de constater que, aujourd'hui, des drones tuent. De son œuvre, on oublie l'hypothèse Gaïa, qui montre le chemin d'une utopie écologique, loin d'être à l'œuvre de nos jours. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire.
Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles. Avouons que ce n'est pas exactement les usages actuels de nos réseaux sociaux. Penchons-nous sur une autre grande figure de la SF moderne. Le 1er avril, Science et Avenir proposait une émission consacrée à Philippe K. Dick. Les intervenants réhabilitaient cette fois le catastrophisme en science-fiction. En pointant du doigt les chemins à ne pas prendre et en interrogeant l'essence même de l'humanité, l'écrivain ne donne-t-il pas les clés d'un avenir meilleur? Identifiés, les pièges ne sont-ils pas plus simples à éviter? Encore faut-il savoir écouter. Encore faut-il savoir qui et quoi croire. Car l'un des thèmes récurrents chez Philippe K. Dick est l'artificialité de la réalité. Et comme le dit la passionnante Natacha Vaz-Deres, autrice, enseignante, chercheuse et cofondatrice du festival Hypermonde, en citant Descartes, « Si le rêve nous donne l'impression qu'il est aussi réel que la réalité, le rêve n'est-il pas la réalité ?» Pour le coup, en questionnant l'hybridité du réel et du virtuel, Philippe K. Dick n'avait-il pas anticipé notre monde actuel? Question d'autant plus pertinente quand on se penche sur cet article du 26 mars paru sur le Journal du Geek et qui nous apprend qu'une maison virtuelle a été vendue quelque 400 000 €. La dissolution du palpable est à son paroxysme dans cette affaire. L'artiste Krista Kim a modélisé en 3D un manoir baptisé Mars House et en a vendu la propriété en NFT. Un NFT, c'est quoi ? C'est un certificat d'authenticité numérique garantissant qu'il s'agit d'un bien unique au monde, et celui-ci a été acquis en Ethereum, qui est une crypto-monnaie. Le nouveau propriétaire ne pourra donc pas y habiter, mais il lui sera possible de l'explorer en réalité virtuelle ou en réalité augmentée grâce à un fichier 3D. Quand tu vois que les Sims, ça coûte à peine 30 balles. Au-delà de cette anecdote, la démarche de l'artiste est plus intéressante, comme nous l'apprend un article de la RTBF paru le 2 avril. La création de cette maison dans un univers virtuel matérialise la réflexion de l'artiste autour de la place de la technologie dans nos vies. En 2014, Krista Kim a même lancé son mouvement Le Techisme. Sur son site, où elle publie le manifeste, elle se questionne sur la place de la beauté dans le virtuel depuis l'arrivée du Web 2.0 dans nos vies. Par son travail, l'artiste affirme vouloir réconcilier l'innovation technologique avec la création artistique. Réconcilier l'innovation technologique et la création artistique, voilà qui nous renvoie à une tribune de notre animateur Nils Aziosmanov, publiée sur Uzbek Erika le 26 mars. De tout temps, les arts et la culture ont formé le socle dynamique des civilisations. Nos récits et nos représentations nous ont permis de faire société. Par sa puissance d'évocation, l'art transcende les cultures et nous relie les uns aux autres grâce à son pouvoir d'inclusion unique. L'ère d'Internet peut à présent nous permettre d'accéder à la société du tous créateur grâce à l'intelligence distribuée et aux potentialités du numérique. La créativité du 21e siècle nous invite à dessiner une nouvelle vision du monde au service d'une nouvelle conscience pour la planète. La création au chevet d'une société en mal de futur souhaitable, voilà l'un des enjeux de notre époque.